Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux lois de Nuremberg. Promulguées en 1935, elles interdisent le mariage et les relations entre Allemands et Juifs. Ils établissent que seules les personnes de sang allemand ou apparenté peuvent avoir la nationalité allemande. Vous voulez en savoir plus sur les lois de Nuremberg? Venez avec moi. La volonté du parti nazi de mettre en œuvre une politique antisémite radicale est largement antérieure à la prise du pouvoir de janvier 1933 et fait partie des fondamentaux idéologiques du nazisme. Le programme en 25 points adopté le 24 février 1920 comporte 4 articles concernant les juifs, articles qui constituent les seules orientations que le nazisme ait jamais indiquées à la bureaucratie. Hitler lance la mise au pas de la société allemande dès mars 1933. Après le boycott des commerces juifs voulu par Hitler, organisé par Julius Streicher et mis en œuvre par les SA, le 1er avril 1933, l'antisémisme nazi connaît une première traduction dans l'appareil législatif du Troisième Reich via la loi allemande sur la restauration de la fonction publique du 7 avril 1933. En son article 3 premier, cette loi dispose que les fonctionnaires d'origine non aryenne doivent être révoqués. Le décret d'application du 11 avril 1933 précise qu'une personne est considérée comme non aryenne si elle descend de non-aryens, particulièrement de parents ou de grands-parents juifs. La présence dans l'ascendance d'un seul parent ou grand-parent juif suffit à établir le caractère non-aryen de la personne considérée. Le père ou la mère, la grand-mère ou le grand-père, étant présumés juifs du fait de leur appartenance à la religion judaïque. Cette définition particulièrement large suscite, début 1935, des débats au sein de l'appareil nazi et prend nécessaire de définir de manière plus précise qui est juif ou non juif dans l'acceptation raciste du terme. Le 7e rassemblement annuel du parti nazi, qui s'est tenu à Nuremberg du 10 au 16 septembre 1935, a présenté la seule session du Reichstag, tenue en dehors de Berlin sous le régime nazi. Hitler décide que le rassemblement serait une bonne occasion d'introduire les lois anti-juives, tant attendues. Dans un discours prononcé le 12 septembre, le médecin nazi Gerhard Wagner annonce que le gouvernement introduira bientôt une loi pour la protection du sang allemand. Le lendemain, Hitler convoque le Reichstag pour qu'il se réunisse à Nuremberg le 15 septembre, dernier jour du rassemblement. Il s'est ensuite entretenu avec le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur du Reich et Wilhelm Stuckart, conseiller ministériel, leur demandant de rédiger une loi interdisant les relations sexuelles ou les mariages entre juifs et non-juifs. À leur tour, ils convoquent Franz Albert Medicus et Bernhard Lotzner du ministère de l'Intérieur à Nuremberg pour aider à la rédaction précipitée de la législation. Les deux hommes sont arrivés le 14 septembre. Ce soir-là, Adolf Hitler leur ordonne d'avoir également prêt, dans la matinée, un projet de loi sur la citoyenneté du Reich. Hitler trouve les premières ébauches de la loi sur le sang trop clémente, de sorte que vers minuit, le ministère de l'Intérieur, Frick, lui apporte 4 nouvelles ébauches qui différaient principalement par la sévérité des peines imposées. Hitler a choisi la version la plus indulgente, mais a laissé vague la définition de qui était juif. Hitler a déclaré lors du rassemblement que les lois étaient une tentative de règlement juridique d'un problème qui, si cela s'avérait un échec, devait être confié par la loi au Parti national-socialiste pour une solution définitive. Le ministre de la Propagande Joseph Goebbels a fait écourter la diffusion radiophonique de l'adoption des lois et a ordonné aux médias allemands de ne pas les mentionner jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à la manière dont elles seraient appliquées. Les nazis avaient longtemps travaillé sur une définition juridique permettant d'identifier les juifs non pas sur leur appartenance religieuse, mais selon une définition raciale. Il n'était pas évident d'identifier un juif sur sa simple apparence en Allemagne. Beaucoup avaient abandonné les pratiques et les vêtements traditionnels pour s'intégrer complètement dans la société. Certains ne pratiquaient plus le judaïsme et avaient même commencé à célébrer des fêtes chrétiennes, notamment Noël, avec leurs voisins non-juifs. Beaucoup d'autres s'étaient mariés avec des chrétiens ou s'étaient convertis au christianisme.
Selon la loi sur la citoyenneté du Reich et les nombreux décrets clarifiant son application, seules les personnes de sang allemand ou apparentés peuvent être citoyens allemands. La loi définissait qui était et n'était pas allemand, et qui était et n'était pas juif. Les nazis rejetaient la conception traditionnelle considérant les juifs comme membres d'une communauté religieuse ou culturelle. Selon eux, les juifs étaient plutôt une race définie par la naissance et le sang. En dépit des allégations persistantes de l'idéologie nazie, aucune base scientifique valide ne permettait de définir les juifs comme race. Les législateurs nazis se tournent alors vers la généalogie pour établir la notion. Conformément à la loi, les personnes ayant au moins 3 grands-parents nés dans la communauté religieuse juive étaient considérées comme juives. Les grands-parents nés dans la communauté religieuse juive étaient considérés de race juive. Ce statut racial se transmettait aux enfants et petits-enfants. Juridiquement parlant, les juifs d'Allemagne n'étaient pas des citoyens, mais des sujets de l'État. Cette définition juridique des juifs en Allemagne concernait des dizaines de milliers de personnes qui ne se considéraient pas comme juives ou qui n'avaient aucun lien religieux ou culturel avec la communauté. Par exemple, les personnes converties du judaïsme au christianisme ou celles dont les parents ou grands-parents s'étaient convertis étaient considérées comme juives. La loi les privait désormais de la citoyenneté allemande et les dépouillait de leurs droits fondamentaux. Pour compliquer davantage la définition en vertu des lois de Nuremberg, certaines personnes en Allemagne n'étaient considérées ni allemandes ni comme juives, celles qui n'avaient qu'un ou 2 grands-parents nés dans la communauté religieuse juive. Ces personnes de race mixte bénéficiaient des mêmes droits que les personnes de race allemande, bien que chaque nouvelle législation, ceci diminuait de plus en plus. 3 lois raciales adoptées par le Reichstag le 15 septembre 1935 au congrès de Nuremberg sous l'impulsion d'Hitler. La première définit la bannière à croix gammée comme drapeau national. La seconde, dite sur la citoyenneté du Reich, désigne les citoyens de sang allemand ou apparentés comme les seuls à pouvoir jouir de leurs droits civils et politiques. La troisième, dite sur la protection du sang et de l'honneur allemand, interdit le mariage et toute relation sexuelle entre juifs et citoyens de sang allemand, interdit aux juifs d'employer des domestiques de nationalité allemande et d'arborer les couleurs du Troisième Reich. Entre 1933 et 1935, le régime nazi multiplie les décrets et les lois visant à restreindre la liberté des juifs allemands. Toutes ces mesures aboutissent à leur exclusion progressive et discrète. Les lois de Nuremberg, adoptées lors du congrès du parti nazi de septembre 1935, l'avènement de la politique antisémite du régime. Ces lois raciales entendent distinguer le citoyen allemand comme celui de sang allemand ou de sang apparenté, et qui fait preuve de fidélité auprès du peuple allemand. Parallèlement, les juifs sont relégués au statut de sujet inférieur et définis comme juif celui qui est issu d'au moins 3 grands-parents juifs qui appartient à la communauté religieuse juive. Par ailleurs, ces lois interdisent le mariage et les rapports sexuels entre juifs et ariens. Les mesures associent le critère racial à l'apparence religieuse. Elles marquent une accélération dans les persécutions qui se limitaient jusqu'ici à leur exclusion économique et sociale, éviction des professions libérales, de l'armée, de la justice, de la presse, etc. Elles déclenchent rapidement une série de dénonciations et dévoilent ouvertement les intentions du Troisième Reich. La deuxième et troisième loi de Nuremberg, les lois sur la protection du sang et de l'honneur allemand, interdisaient les mariages entre juifs et allemands non juifs. Elles condamnaient aussi les relations sexuelles entre eux, qui furent dénommées honte raciale. La loi interdisait également aux juifs d'employer des domestiques allemandes de moins de 45 ans, les hommes juifs étant susceptibles de forcer ces femmes à commettre un acte de honte raciale. Des milliers de personnes furent condamnées ou simplement emmenées dans des camps de concentration pour crimes de honte raciale. La multiplication des parades de la honte de la race à l'été 1935, où femmes et hommes accusés d'avoir eu des relations sexuelles avec des juifs sont sommés de déambuler dans les rues, affublés de pancartes insultantes stigmatisant leurs supposés méfaits, ancrant l'antisémitisme dans la sphère publique. Dès lors, les lois de Nuremberg constitueraient un point de départ dans la politique du nazisme.
Dans un souci de phasage de l'histoire, les années 1933-1934 seraient le temps de la répression anticommuniste et antisocialiste incarnée par l'incendie du Reichstag février 1933 et de l'omnipotence du Führer à la suite du décès d'Hindenburg le 2 août 1934. Quand l'année 1935 serait articulée autour de la répression antisémite. Fréquemment relayée dans les manuels scolaires du secondaire, cette idée d'un découpage de la répression tend à dénaturer l'omniprésence de la pensée antisémite dans chaque action légale entreprise par le Troisième Reich. Les lois de Nuremberg inversent le processus d'émancipation selon lesquels les Juifs d'Allemagne étaient considérés comme membres de la société et citoyens à part entière. Plus important encore, elles servent à poser les bases des futures mesures antisémites en établissant une différence juridique entre les Allemands et les Juifs. Pour la première fois dans l'histoire, les Juifs étaient persécutés non pas à cause de leurs croyances, mais à cause de leur naissance et de celle de leurs parents. Dans l'Allemagne nazie, aucune profession de foi, acte ou déclaration ne pouvait convertir un Juif en Allemand. De nombreux Allemands qui n'avaient jamais pratiqué le judaïsme ou qui ne le pratiquaient plus depuis des années se retrouveraient pris dans l'engrenage. Même si les lois de Nuremberg ne mentionnaient pas explicitement que les Juifs, elles s'appliquaient également aux Noirs et aux Tziganes vivant en Allemagne. La définition de Juifs, Noirs et Tziganes comme étrangers de par leur race simplifiait la persécution en Allemagne. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays alliés ou dépendants de l'Allemagne promulguent leur propre vision des lois de Nuremberg. De 1941, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la France de Vichy et la Croatie avaient toutes adopté une législation anti-juive semblable aux lois de Nuremberg en Allemagne. Et pendant ce temps-là, dans le monde, du 15 au 17 janvier 1935, c'est la conférence de Zhongyi en Chine. Mao Tse-tung est nommé président du comité central du Parti communiste chinois. Durant la longue marche, il avance vers le nord. Les forces de Chiang Kai-shek marchent vers le Sichuan. Le 3 octobre 1935, c'est le début de la guerre italo-éthiopienne qui prend fin en 1936. La guerre d'Éthiopie est accompagnée d'une campagne de propagande italienne contre les intérêts britanniques dans le monde arabe. Le 18 novembre, les colonies portugaises sont proclamées par Salazar comme partie intégrante du Portugal. Comme on l'a vu, le 15 septembre 1935, 2 ans après sa prise de pouvoir, Hitler entame la mise en œuvre de son programme politique. Devant les militants du parti nazi réunis en congrès à Nuremberg, il annonce la promulgation de 2 lois qui visent à séparer les citoyens juifs des autres Allemands. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.